il ou elle, moi je dis plutôt il, même si ça froisse les personnes transgenres, je garde le sexe de naissance, Pour quelle et raison? ben, parce que en fait, le bistouri et la cosmétique ne gommeront jamais l'identité profonde de la personne. Quoi qu'elle veuille, quoi qu'elle ressente, et quoi qu'en fasse la science. Donc je veux garder, je veux pas perdre ce que la personne est depuis le départ, depuis sa naissance. Philippe Arignaud, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bonjour à tous. Blogueur, catholique, homosexuel, continent, militant de gauche. Et vous y tenez. Voilà. Eh oui, Ouais, dans cette présentation ah mais oui, importante pour vous. oui c'est pas ironique. Non, non, après je suis pas communiste et je suis pas socialiste, alors débrouillez-vous avec ça. Alors, je répète, militant de gauche. Oui, on y va. Mais oui, militant de gauche. Blogueur de l'araignée du désert, et puis auteur de ce dernier ouvrage euh, paru récemment, mais plutôt censuré, Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme, et fin dernière, tout un programme. Le programme du jour sera de marée. Aujourd'hui autour de la transidentité, c'est aujourd'hui un vrai phénomène mondial, phénomène de société sur la transidentité. En lien avec la transsexualité, Ouais, même si la transidentité c'est juste le ressenti d'être de l'autre sexe que celui de notre corps en fait. ouais. Voilà. On peut tous l'aborder parce qu'on a tous un rapport conflictuel avec son propre sexe, avec son propre genre sexué. Hein, il faut toute une vie pour accepter d'être un homme, si on est né homme, ou toute une vie pour accepter d'être une femme. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, et Donc, pas que les et sans personnes limite, hein. qui se Ouais. sentent femmes dans un corps d'homme ou hommes dans un corps de Donc femme. en introduction, dans ces premières minutes, on peut dire que tout le monde est concerné. Mais complètement, Ouais. parce que tout le monde est concerné par la sexualité. Et parce que ce corps d'homme ou de femme est passé aussi par la blessure. Oui, et il n'est pas facile à Et il habiter. faut Hein. se réconcilier avec ce corps. Oui, et on est né avec une limite qu'on n'a pas choisie. Ouais. S'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas choisi, c'est la différence des sexes. Peut-être non partagé, vous le savez vous-même, vous avez parfois eu ce désir d'être femme ou de devenir une femme. Oui. En quelques mots, vous pouvez donner un Bah peu ce oui, enfin, témoignage non mais en fait, pour moi, introduire. je pense que ma tendance homosexuelle, elle traduit euh, ben, un manque de paix vis-à-vis de mon identité de garçon, je le sais, et tous mes amis qui ressentent une tendance homosexuelle me l'ont dit. On a eu l'impression de ne pas être un vrai mec, entre guillemets, ou de ne pas être une vraie nana pour les filles lesbiennes. Donc on a un problème par rapport à notre propre corps sexué et notre identité d'homme ou notre identité de femme, et puis après aussi peut-être nos géniteurs et les personnes du même sexe que nous, qu'on a eu du mal à aimer, et les personnes de l'autre sexe qu'on a eu peur d'approcher. Donc oui, après, nous, personnes homosexuelles, durablement homosexuelles, le rejet de la différence des sexes, c'est pas traduit par un rejet de notre identité d'homme ou de notre identité de femme. Ça s'est traduit plutôt au niveau érotique. Mais parfois, bien le rejet de la différence des sexes ne touche pas que les sentiments, ça peut toucher l'identité, et c'est le cas des personnes qui se sentent transgenres, hein. Donc qui connaissent une dysphorie de genre, comme on dit. Elles ne se sentent pas hommes dans leur corps d'homme, elles se sentent de l'autre sexe. Ou inversement, donc on les appelle les M2F, quand ils vivent une transition donc, aux hormones, et puis aussi avec la chirurgie esthétique. Quand ils passent de homme à femme, on les appelle M2F, et puis quand ils passent de femme à homme, les F2M. Voilà. Alors pour répondre à votre question, moi j'aurais bien aimé, quand j'étais petit, être une fille, et il y a toujours une part de moi qui n'est pas content d'être né garçon. Ça c'est vrai. En revanche, après, c'est pas aller jusqu'au désir de, de, de changer de sexe, même si les personnes transgenres qui décident de changer de sexe ne considèrent pas que c'est un changement de sexe. Elles parlent de réassignation parce que pour elles, elles ne changent pas de sexe. Grâce à l'opération, elles vont être ce qu'elles ont toujours été. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu le désir de changer de sexe, ni le ressenti d'être une femme. Donc c'est la grande différence entre Donc vous avez l'homosexualité une et la barrière, hein. transidentité. Oui. Il y a Ouais, une oui, barrière ouais, oui. que j'ai pas Ouais, oui. franchie, et maintenant j'essaye de me masculiniser, pas pour correspondre à une image qu'on attendrait de moi, mais parce que quelque part j'essaie de me réconcilier aussi avec ma réalité corporelle, psychique et sociale de l'être homme. Voilà.
C'est pas Et puis pour me de conformer sa juste à vocation, une quelque image. part, de son identité. Et de son Profonde. identité en tant que don. Voilà, c'est un don qui m'a été fait et qui perdurera d'ailleurs dans la vie éternelle Donc parce que, c'est beau cette dimension aussi, ce terme de don. Comment accueillir ce don oui, et qu'est-ce que j'en fais ensuite? plutôt que de le voir comme une imposition, Oui. parce que très souvent les personnes transgenres voient leur corps comme une injustice et Donc comme un menteur. c'est un fardeau, ce corps. Ils le vivent comme un fardeau. Ouais. Parce qu'en réalité, derrière ce désir de changer de sexe, il y a un désir de gommer son passé et tout ce que le corps sexué porte comme violence, Donc comme ce souffrance. corps, c'est toute une histoire en mémoire, avec ses blessures. C'est ça. Donc Ce qui fait trop mal. Donc le on désir de gomme changer de et on sexe n'est annule. pas Ouais. le désir de changer de sexe en fait n'est que la face visible de l'iceberg, mais derrière en fait il n'y a pas un vrai désir de changer de corps parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est notre corps, même avec le bistouri. En revanche, le changement d'apparence veut maquiller tout ce que le corps ancien a porté de douloureux. Quel travail. Oui, Ouais, et de ouais. réconciliation. De réconciliation, donc parfois c'est avec le temps et puis la patience. Oui, Et cet apprivoisement peut-être, de réapprivoiser ce corps qui a été un peu cabossé oui, par la vie. de ne plus le voir comme un menteur, mais comme un cadeau en fait. Et ne plus le voir peut-être comme l'ennemi numéro un, qu'il faut à tout prix casser, briser, détruire. C'est ça, pour effacer Oui. le passé. Ouais. Donc aujourd'hui, Philippe Arignon, sur ce sujet bien précis, qui est un vrai rat de marée aujourd'hui, quel est l'état de lieu dans le monde et dans la société? Alors, en très très peu d'années, en 10 ans, c'est incroyable la propagande médiatique et politique dont bénéficie la transidentité. Mais hallucinant. Rien que déjà dans les publicités, on voit par exemple la publicité de Samsung Do what you can't, donc faites ce que vous ne pouvez pas. On voit un gamin qui va vers les poupées et son père lui dit non, tu ne peux pas jouer avec les poupées et va jouer avec des jouets de garçons. Et donc cette publicité de Samsung incite et bien finalement à la transgression. Tout ce qui est impossible rend le possible. Fais ce qui est impossible. Donc là, en ce moment, mondialement, il y a une incitation à transgresser toutes les règles. Donc il y a une programmation? Quelque part, oui, c'est un programme de transgression de la différence des sexes, de la différence des générations, de la différence des espaces, et puis, ce qui est beaucoup moins biologique, la différence créateur-créature, c'est-à-dire Jésus et l'Église. Mais en tout cas, toutes les réalités qui fondent l'humain et l'amour eh bien sont maintenant niées ou présentées comme des options à la seule appréciation du ressenti et de la volonté individuelle. Donc on est là-dedans. Alors il y a aussi les séries en ce moment. Il y a eu Louise sur TF1, qui mettait en scène une personne, un homme qui se transformait en femme. Mais il y a, Hit and Miss, Transparent, donc des séries qui peuvent se voir sur Netflix notamment. Orange is the New Black, avec Laverne Cox, qui est quand même, au niveau médiatique, c'est un homme noir qui s'est transformé en femme. C'est extrêmement bien fait. Et puis elle gagne, il ou elle, moi je dis plutôt il, même si ça froisse les personnes transgenres. Je garde le sexe de naissance. Pour quelle raison? Parce que en fait, le bistouri et la cosmétique ne gommeront jamais l'identité profonde de la personne. Quoi qu'elle veuille, quoi qu'elle ressente, et quoi qu'en fasse la science. Donc je veux garder, je veux pas perdre ce que la personne est depuis le départ, depuis sa naissance, et même dans le projet de Dieu. Mais évidemment, il y a une grande susceptibilité. J'ai un ami par exemple Oui. qui est en train de vivre sa transition et qui veut que je l'appelle de son nom féminin. Et il me fait du chantage. Il me dit, tu ne m'acceptes pas en tant que Andrea, eh bien c'est que tu ne m'acceptes pas tout court, donc je vais couper les ponts avec toi. C'est très dur, mais moi je lui dis, écoute, moi je t'accepte tel que tu es et pas tel que tu te transformes ou que tu te rêves. Donc je tiens
je vois ta transformation, mais je ne veux pas rentrer dans le jeu de tes fantasmes. Vous employez deux mots là, rêve et jeu. Oui. Mais c'est un jeu sérieux, hein, parce il y a énormément de Il y a une souffrance. gravité. C'est une vraie gravité. Je ne suis pas du tout en train de minorer euh, tout ce que la personne transgenre, voire transsexuelle, quand elle passe à la chirurgie, euh, met derrière ce changement d'identité. C'est extrêmement lourd. Donc moi, je ne m'amuse pas. Une violence. Il y a une violence et puis il y a une vraie souffrance surtout. Et je ne veux pas la nier. Simplement, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de négation, de rejet du réel, de rejet de la personne, du rejet du passé de la personne. Donc, je prends le risque de froisser, pas pour provoquer la personne transgenre, mais pour toujours ne jamais oublier ce qu'elle veut oublier. Il y a de l'amour finalement, permettez-moi, si on devait aussi. Il y a de l'amour dans cette démarche de prendre le risque de perdre peut-être cette amitié avec André qui peut-être devient Andrea, il se fait appeler Andrea, je ne donne pas son vrai nom. D'accord, donc Andrea. Oui, il y a de l'amour, mais vous voyez, par exemple, j'ai fait... Et le risque de perdre cette amitié. Oui, Parce que vous c'est un répondez peu pas à ce dur. chantage affectif. J'espère que ça va... Enfin, que moi, je vais aussi savoir faire autrement pour pas perdre son amitié. Mais... et je ne veux pas non plus être dans un purisme froid et sec en disant la réalité c'est la réalité et donc ben, soit tu m'acceptes soit effectivement je te laisse couper les ponts. Mais c'est un vrai débat qui se joue de est-ce qu'on rentre dans le jeu du changement de prénom. C'est une vraie question. C'est une vraie question qui se pose aussi dans les établissements scolaires maintenant. Parce que effectivement il y a un chantage qui est fait et qui est extrêmement lourd et qui engage la société, qui engage un établissement entier. J'ai fait des maraudes dans une association qui s'appelle Au Captif la Libération, donc qui s'occupe des personnes prostituées et notamment des personnes dans la prostitution masculine et aussi dans la prostitution transsexuelle. Et donc moi j'avais il y a 2 ans, je faisais donc des tournées dans le bois de Boulogne, toujours le même circuit, et donc je rencontrais des prostituées nées femmes, mais je rencontrais aussi des personnes transgenres M2F, donc qui s'étaient donc transformées en femmes. Et la question au Captif la Libération était celle-là, est-ce qu'on féminise ou non, selon le désir de la personne, les personnes? Et c'était une vraie question. Le parti pris, par exemple, d'un père Chauveau, un frère de Saint-Jean qui a créé Magdalena, qui est une autre association qu'au Captif la Libération, d'accompagnement des personnes transgenres, transsexuelles. Donc, et là, on est dans un accompagnement d'église, et de l'église catholique. Et là, le parti pris du père Chauveau, c'était de suivre, par respect pour la personne, de suivre ce qu'elle croit être. Donc de féminiser des hommes qui se sont transformés en femmes. De dire elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je faisais mon rebelle. Alors, souvent, si on veut ne pas froisser et rentrer dans une guerre finalement d'ego, on s'arrange pour ne dire ni il ni elle. Comme ça, on dit le prénom. On fâche personne. Il n'y a aucune prise de risque au fond. Au fond, oui, il peut y avoir un respect. Ça dépend des situations. Moi, Est-ce qu'il y a de la vérité, du coup, dans la relation? Il peut y avoir une forme de vérité si on s'arrête à la dimension du respect uniquement. Et on peut rentrer dans le jeu de la personne, et dans ces cas-là, il n'y a pas de vérité. Mais, parfois, il vaut mieux, pour garder le lien avec la personne, eh bien, ne pas être trop puriste de la vérité, ne pas dire, non, écoute, c'est bon, je sais que tu es né homme, donc je vais dire il, parce que si ça coupe la relation, finalement, on peut être dans la vérité, mais on n'est plus dans l'amour. Donc, à chaque situation, je pense que ça mérite discernement. Moi, quand je peux, je maintiens la vérité parce que c'est aussi une forme de respect de la personne. Mais quand je sens que la personne va pour une affaire d'ego, couper les liens, je négocie. Je négocie, même si c'est pas trop mon genre. La négociation n'est pas du compromis. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous restez cohérent malgré tout avec vous-même. C'est ça. Oui. Et puis je veux quand même. Vous restez en vérité avec vous-même dans ce rapport. Oui. Et je veux quand même ne
ne pas rentrer dans le jeu de la personne transgenre parce que je vois qu'en fait c'est un masque. Donc de toute façon, je m'arrange pour qu'on soit au maximum dans la vérité. Parce que c'est comme ça qu'on est dans l'amour. On y revient à cette vérité. Très marquée dans ce sujet. Et oui. Ce sujet nous conduit à la vérité. Je vous laisse Alors, suivre. je continue parce que donc on parlait des séries. Il y a aussi de plus en plus de films qui parlent de transidentité et de transsexualité. Du coup, avant, ce qui change par rapport à avant, c'est que une personne qui n'était pas contente d'être née garçon, eh bien, elle rabattait sa susceptibilité ou sa frustration et elle n'allait pas jusqu'à s'en révolter et demander l'opération. Maintenant, on a des personnalités publiques, Vincent McDoom, par exemple, qui font envie, si vous voulez, et qui disent c'est possible. Donc déjà, en 10 ans, ça a changé. Pareil, on a des émissions en prime time qui passent sur des chaînes publiques populaires à des heures de grande écoute. On a eu en novembre 2017, donc l'année dernière, en l'espace de 2 semaines, il y a eu Zone Interdite sur M6, et puis 2 semaines après, il y a eu une émission, donc un téléfilm, L'épreuve d'amour, suivi d'un débat sur France 2. Et donc, si avant les personnes ne s'étaient pas posé la question de la transidentité, maintenant ils voient que c'est possible, ils ont aussi des modèles, et nos jeunes, qui sont en pleine construction de leur identité, qui ne sont pas forcément bien dans leur basket et dans leur corps, eh bien il suffit qu'ils tombent sur ces émissions ou sur des tutos, des tutoriels Instagram ou YouTube, où maintenant on a des personnes carrément qui filment leur vie, qui filment leur transition. Par exemple, je pense à Laura Badler. Et bien là, effectivement, ce qui semblait minoritaire ou inaccessible, dans la tête d'un jeune ou d'une personne transgenre, même âgée, il y a des personnes qui finalement accomplissent entre guillemets leurs rêves âgés, eh bien devient possible. Même si, c'est finalement un mirage parce que tout est enjolivé, si vous voulez. Et tout est enjolivé, soit par le témoignage, soit par la science. On a par exemple le National Geographic qui a sorti des numéros. Donc c'est une revue pseudo-scientifique. Et ils nous ont montré donc, des petits garçons qui s'habillaient en petites filles et tout allait bien. Ils étaient présentés comme des enfants libres. Pareil, on nous dit qu'il y a 31 genres, qu'il existe 31 genres. Alors je ne les connais pas tous. Vous nous rassurez. Mais c'est hallucinant, si vous voulez, de présenter en fait la sexualité comme une option. Et comme une option en plus beaucoup plus diverse que 2 sexes. En fait, on transforme le mot sexe en genre pour après dire que le genre, c'est à la fois le genre sexué et à la fois l'apparence qu'on a. Ah, il a bon genre, il a mauvais genre, ou il ressemble à un homme, ou il ressemble à une femme. Donc on s'éloigne de la sexuation pour aller vers le genre qui est plutôt subjectif, ou qui est plutôt de l'ordre du fantasme, pour après démultiplier la sexuation. On est en pleine confusion. En fait, oui. Mais je vous sens confus, enfin je vous sens un peu perdu. Je pense aussi à ceux qui vous regardent. Après, il faut que vous sachiez... Qui vous écoutent. Voilà. Il faut que vous sachiez qu'en fait, voilà, on est en pleine confusion parce que tout simplement, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a une négation de la différence des sexes, qui est soit banalisée et décrite comme une option, soit carrément niée et détruite. Et en fait, on va vers ça parce que notre monde veut qu'on soit des anges, qu'on soit plus sexué. Et le propre d'un ange, c'est de ne pas avoir de sexe. Alors, donc, finalement, on veut faire de nous des anges, transgresser la différence créateur-créature, après avoir transgressé la différence des sexes par l'homosexualité. Donc, la transidentité est un signe, un symptôme de fin des temps très très fort. On franchit notre barrière. Là, c'est la barrière maximale, si vous voulez. C'est une alarme. Peut-être que une première alarme.
Oh, il y en Avant, avait d'autres, mais en tout d'autres, cas, mais en tout cas, ça n'est une. la différence, Ouais. la différence des générations, c'est l'interdit numéro un, c'est le blasphème suprême. L'inceste. L'inceste, la pédophilie, c'est le blasphème suprême. Mais en tout cas, avec la légalisation de l'homosexualité, on a déjà transgressé la différence des sexes. Et puis, je parle même pas des viols, du mariage mal vécu, des divorces, etc. Et puis là, avec la transidentité et la transsexualité, on est dans une transgression de la différence créateur-créature en même temps que de la différence des sexes. Est-ce qu'on va s'en sortir? On- avec Jésus, Oui. toujours. Même les personnes transgenres. Et même les personnes transsexuelles. Ça, c'est une bonne nouvelle pour. Oui, et on l'annoncera à la fin de la vidéo. Oui, ça, c'est important. Actuellement, on nous fait une vraie promotion de la transidentité comme quelque chose de tout à fait normal, voire même d'extraordinaire. Et de bon en soi. Oui. Ouais, Comme, en fait, pour rattraper l'image catastrophique qui a été donnée de la transidentité dans les années de la médecine légale, c'est-à-dire au XXe siècle. Où là, au cinéma, si vous regardez The Celluloid Closet, qui est un documentaire qui parle du traitement de l'homosexualité et de la transsexualité au cinéma, et bien là, on voit que effectivement, les personnes transgenres étaient toujours les psychopathes des films, ou les violeurs, ou les schizophrènes, enfin, en tout cas des criminels. Et comme pour se racheter, Et des malades psychiatriques. Exactement. Avec ces fortes pathologies. c'est ça. Oui. Et Donc, donc, un peu de folie. exactement. Et pour se racheter une ouverture, une gentillesse, déjà, la transidentité a été rayée de la catégorie psychiatrique des troubles mentaux. Et maintenant même, elle n'est pas seulement virée de la liste des troubles, mais en plus, elle est encouragée comme une identité comme une autre, et voire même un amour comme un autre, puisqu'on nous montre maintenant dans les talk shows des couples mixtes, entre guillemets, entre une personne transgenre et puis une personne, on va dire, qui n'est pas transgenre. Voilà. Donc, il y a un vrai matraquage, déjà parce qu'on nous fait croire que le sexe se choisit. Donc ça, c'est un mensonge. On est face à une propagande mensongère. On nous fait croire que le sexe se choisit, alors que s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas choisi en arrivant dans ce monde, c'est notre identité d'homme ou notre identité de femme. Donc là, il y a un premier mensonge. Et une manipulation. Il y a une vraie manipulation pour, en plus, présenter la transidentité comme une nouvelle naissance. Ça revient très très souvent. Les personnes transsexuelles disent qu'elles sont nées soit le jour où elles ont compris qu'elles n'étaient pas le sexe de leur corps, soit le jour de leur opération. Donc une renaissance. Elles parlent d'une renaissance. Elles parlent d'une renaissance, même d'une résurrection. C'est-à-dire que dans les films, par exemple, Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell, John Cameron Mitchell se décrit comme un Lazare qui s'est levé de la table d'opération. Donc il y a une réécriture enchanteresse de la prise de conscience de la transidentité ou carrément de la mutilation qu'est l'opération de changement de sexe, que eux disent réassignation. Donc il y a une réécriture, et ce que l'on nous cache, c'est que finalement, les personnes transsexuelles passent d'un esclavage ancien, c'est-à-dire un corps dans lequel elles ne se reconnaissent pas, un esclavage, une carcasse corporelle qui, soi-disant, les empêchait d'être elles-mêmes, à un autre esclavage, beaucoup plus violent, parce que c'est un esclavage aux hormones, un esclavage qui les transforme finalement en personnes droguées, parce que la transition, c'est pas d'un coup de baguette magique, c'est toute la vie. C'est-à-dire que c'est pas le jour de l'opération et après l'opération. Exactement. C'est cette dépendance peut-être, une forme d'addiction. Exactement, et c'est tout le temps. Le corps est toujours en chantier. Donc c'est un esclavage qui crée une dette d'argent monumentale. Permettez-moi, mais une perte de liberté, quelque part.
Oui, oui, parce que finalement, c'est un esclavage qui s'habille de libération, mais qui De force. enferme la personne dans le paraître, dans les médicaments, dans le maquillage, dans les vêtements, dans tout ce qui, dans tous ces frais colossaux. Parce qu'une personne transsexuelle se ruine. C'est, et en plus, elle s'aborde sa santé. Parce que la prise d'hormones crée une augmentation de risque d'embolie, de cancer. Et je ne parle là que de choses purement physiques, mais après, il y a aussi quelque part un isolement de la personne, euh, un mal-être de la personne qui est très très grand. Le taux de suicide chez les personnes transgenres est très très élevé. Pas, pas simplement parce qu'une opération peut rater, mais parce que de toute façon, miser sur le corps qui est mortel, c'est forcément un investissement à perte, extrêmement coûteux, extrêmement douloureux, parce que le corps se délabre de toute façon. Même pour les personnes transsexuelles qui actuellement montrent comment dire, une esthétique parfaite. Elles sont même certaines On peut dire qu'il y a une réussite aussi aujourd'hui des opérations chirurgicales sur complètement. l'esthétique. C'est bluffant. Et moi j'étais J'ai à un presque arrêt de j'ai bus. presque envie de réagir, mais il y a cet artifice, c'est le corps qui devient beau peut-être dans cette apparence, mais que devient le cœur? Le cœur n'est pas réparé à l'intérieur. Si on devait Exactement. aller plus loin, plus en profondeur, en écoutant un peu un sujet que vous connaissez bien mieux que moi, mais je m'intéresse au sujet malgré tout, parce que c'est notre société et puis c'est notre monde aujourd'hui. Et quand on veut aimer et rencontrer l'autre, on essaie de comprendre. Donc j'essaie aussi de comprendre aussi en vous écoutant. Et je pense à l'intérieur de la personne. Et ce cœur n'est pas modifié, n'est pas transformé. Il n'y a pas une opération spéciale pour transformer l'intérieur. Alors, quel est le déroulement pour ce chemin, Philippe Arrhenius? Revenir à son passé. Parce qu'en fait, Donc, surtout très ne pas le souvent, gommer, ce passé. oui, parce que très souvent, ce qui motive l'opération, ce n'est pas ce que disent les personnes transsexuelles et disent, moi en fait, euh, je me supportais pas devant la glace, c'était intolérable, et donc pour me soulager de ce sentiment de dégoût devant la glace, eh bien, il faut que je m'opère. Elles disent que c'est ça qui les fait souffrir. C'est ce sentiment de dégoût et d'étrangeté vis-à-vis d'elles-mêmes et leur reflet devant la glace, et vis-à-vis des autres. Alors que ce qui blesse profondément leur cœur, c'est pas ce sentiment instantané devant la glace. Au fond, quand on regarde leur passé, on voit, et moi je ne connais pas d'exception, on voit une énorme souffrance, en général liée au viol. Toutes les personnes transgenres ou transsexuelles que j'ai rencontrées, elles ont vécu un viol. Toutes. Je ne fais pas de généralité puisque je ne connais pas toutes les personnes transgenres de la Terre. Donc je ne peux pas le dire. En revanche, je sais que ce qui a motivé l'opération, ce n'est pas le dégoût de soi ou l'étrangeté face à son reflet dans le miroir. C'est bien plus profond que ça. C'est une pile de souffrance, de violence monumentale. Récemment, j'ai rencontré un ami, donc né garçon et qui se transforme en femme. Au départ, voilà, il me disait que tout allait bien. Et puis, ben, j'ai commencé à lui poser des questions sur son passé. Il s'est fait violer par un membre de sa famille. Il a 2 oncles en franc-maçonnerie. Il a failli finir en prison, inculpé pour meurtre. Il vit dépendant des drogues. Il a perdu son père prématurément. Il a très peu d'amis. Une situation, si vous voulez, c'est la souffrance est à vif. Et, euh, et pourtant, quand il me justifie son opération, il me dit que ça va tout régler. Alors qu'en fait, ce qui réglerait tout, ce serait de se confronter à son passé, de se réconcilier avec lui-même, parce il m'a dit, je suis un salopard. Je suis un salopard. Et pourtant, si je lui avais dit, tu ne t'aimes pas toi-même... Vous décrivez quelqu'un qui a été victime. Oui. Qui a été victime. Oui. Et son corps, pour le coup, a été douloureusement touché. Et il porte toute la faute, son corps, selon lui.
Ils portent Donc, tout. il inverse les rôles. Oui, et je ne sais pas si vous avez vu, donc, sur France 2. Si j'ai vu. Ah non, sur France 3, pardon. Ah, je pensais à Victoria, mais Victoria, voilà, donc c'était Victoria. sur France 3. Oui. Il y a une émission France sur 2, je sais plus, mais pédophilie, qu'importe, oui. pédophilie, un silence de cathédrale. Et il y avait une personne justement qui avait été abusée par un prêtre, un homme qui s'appelle Sébastien, et qui s'est changé en Victoria. Donc, Et à l'époque, Sébastien était un petit garçon de 10 ans. oui. Hein. Et je vais vous citer sa phrase parce que justement, on voit bien ce que cache le désir de changer de corps et la haine du corps chez les personnes transgenres. Il a dit: la transsexualité a sauvé ma vie parce que ça m'a permis de rejeter un corps qui avait été violé. Je veux dire, on ne peut pas être plus clair, plus net. Et moi, j'aime beaucoup écouter les personnes transsexuelles. Parce que déjà dans les films, ce sont celles qui délivrent le plus de vérité. Parce que ce sont des personnes qui sont, chez les hommes transformés en femmes, des personnes qui ont énormément d'humour, qui sont très fines, qui ont parfois des enfants, ce sont parfois des pères de famille, donc c'est très étonnant, qui ont un bagou, un franc-parler, qui ont du chien. On le voit d'ailleurs dans le film La mauvaise éducation de Pedro Almodóvar. On voit l'espèce de numéro de one-man show, ou plutôt de one-trans show, absolument phénoménal de Agrado qui joue, en fait, qui est joué par une personne vraiment transgenre et transsexuelle. Et qui fait marrer tout le monde. Donc, ils ont un côté comme ça, phénomène de foire. Il y a du comique. Hein. Mais il y a du comique, et puis surtout, il y a une intelligence et un amour de la vérité. Et en plus, on est entouré dans la vie quotidienne maintenant, on en croise sans le savoir. Parce que... Non, je vous confirme aussi. Dans la ville rose, donc ville de Toulouse, on en voit de plus en plus, effectivement. Alors, ça interroge, ça interpelle. C'est toujours difficile à quantifier, parce que vous voyez, par exemple, donc sur France 2, il nous a été dit qu'il y avait 15 000 transgenres en France. Comment peut-on le savoir, puisque c'est un ressenti avant d'être une opération? C'est difficile. L'association Chrysalide dit carrément, elle gonfle le chiffre à 80 000. Mais en soi, on n'a aucun moyen de savoir, à part pour l'opération. On peut savoir pour les personnes transsexuelles. Et encore, il y a des passings, comme ils disent, qui sont light. J'emploie beaucoup de termes anglo-saxons. Mais en tout cas, il y a des transitions. Certaines personnes transgenres ne veulent pas forcément changer leur sexe anatomique. Donc il y a déjà aussi toute une palette de désirs différents chez les personnes transgenres. Elles ne sont pas toutes à vouloir vivre une ablation des seins. Certains s'arrêtent au travestissement, d'autres vont beaucoup plus loin. Voilà, il y a une gradualité, il y a des degrés aussi. Mais ce qui les rapproche, c'est qu'il y a une histoire, un corps blessé, un cœur meurtri. Surtout un cœur blessé. Un cœur blessé, et finalement une histoire qui est douloureuse. Et de cette histoire douloureuse, c'est de la souffrance. Le numéro 4. Et alors, c'est montré comme quelque chose de merveilleux. Et je voudrais quand même, dans le point numéro 3, parler du silence. Numéro 4, on en ira Pardon. un peu plus tard. Bon. Oui. Donc, vous êtes bavard. Vous êtes bavard sur ce sujet. On a bien compris que c'était un vrai raz-de-marée. Mais oui, et voilà. puis, en fait, moi, ça me fait plaisir parce que... La récréation aussi fait du bien, parce que... Non, et puis on en parle très peu. Il y a une vraie propagande. On entend des témoignages de personnes qui se transforment, mais on ne parle jamais du cœur. Et je vous remercie en fait de... Moi, si je suis tout emballé pour en parler, certains pourraient dire, mais je suis très mal placé. Sauf que bon, ce sont mes amis. Ce sont vos amis. Ce sont mes amis, donc déjà moi je peux en parler. Ce sont vos frères, une communauté que vous avez approchée. Et puis en plus de ça, et c'est là où on en vient au point numéro 3, c'est qu'il y a une telle propagande et un tel silence de la société civile, une telle complaisance vis-à-vis de cette souffrance qui est mal réglée par l'opération, que oui, là, quelque part, moi j'ai envie d'exploser si vous voulez. Allez-y. Non mais, non mais tous peut-être. Mais oui, parce que c'est pas tous les jours que vous nous laissez la liberté de parler de ce thème-là en vérité et en tout amour des personnes trans. Hein, donc merci, parce que vous voyez par exemple sur Zone Interdite, moi j'étais horrifié de voir qu'une situation aussi douloureuse que la transidentité soit comme ça
présenté comme le monde des bisounours. Ils ont dit cette transition est la source d'un vrai bonheur. En fait, c'est une émission que j'ai suivie aussi, qui m'a personnellement interpellée et intéressée, et une émission au fond qui banalise. Ça m'a révolté aussi, Oui. parce que justement, comment peut-on, quand on sait le vécu des personnes transgenres, quand on sait ce que cache l'opération, et puis les souffrances qu'elle va générer, cette opération, mais comment peut-on présenter ça comme quelque chose de banal? Comment Erwan Binet, qui est le rapporteur officiel du mariage gay, et qui maintenant va sur les plateaux, c'est mon ami, mais je ne suis pas d'accord avec cet ami. C'est bien dit. Et lui, maintenant, il va sur les plateaux, sur la transidentité, pour dire j'aide les personnes transgenres. En quoi il aide les personnes transgenres? Parce que ils changent leur sexe sur les papiers d'identité. En quoi ils changent leur situation? En rien. En quoi il aide les personnes transgenres concrètement en les encourageant à finalement vivre le maquillage et la mutilation qu'est l'opération? En quoi il les aide? Il aide à construire finalement le cache-misère pour ne pas aider concrètement Puis au fond, les personnes. autour de cette opération, de cette démarche, si on vous suit, cette démarche conduit à l'isolement et à des idées au fond assez ténébreuses et suicidaires, hein, une destruction encore plus profonde. Oui. En revenant, donc, il y a l'extérieur et puis ce cheminement intérieur. Ou aux paillettes. Parce que vous voyez, politiquement donc, maintenant, on donne des cadeaux. On accueille Conchita Wurst au Parlement. Conchita Wurst, c'est celui c'est l'homme barbu qui a gagné l'Eurovision pour l'Autriche en 2014. Plébiscité, on le voyait partout. Hein. Et puis maintenant, il débarque même en politique. On lui déroule le tapis rouge à Bruxelles, en politique. C'était les feux de l'amour. Moi, j'ai des amis qui étaient là. Ils se disaient. Donc, à la fois, il y a un isolement, et à la fois, il y a un entourage, un trop-plein d'entourage, mais de faux amis. D'esthéticiennes, de journalistes, de médecins chirurgiens qui vont se faire de la thune sur le mal-être des gens. Il y a un côté très pervers quand on... Complètement. Parce que c'est des gens qui sont à la fois très isolés et en même temps mal entourés. Permettez-moi, mais on les aime pas. On ne les aime pas, ça c'est... Et ils vivent eux-mêmes des paradoxes incroyables. Pascal Ourby, par exemple. Pascal Le... qui est une personne transsexuelle connue. Elle prône l'écologie, les espaces verts, etc. Elle est sur une liste Europe Écologie pour je ne sais quel arrondissement à Paris. Et donc elle prône la nature alors qu'elle ne supporte pas son corps et qu'elle l'a détruit. Donc il y a un vrai paradoxe qui est montré. Et donc, il faut voir que on peut habiller la transsexualité d'écologie, de solidarité, d'amour, de paillettes, mais il ne faut pas gommer en fait la vraie souffrance des personnes, sans misérabilisme. En fait, gommer cette vraie souffrance des personnes, c'est éliminer et gommer une forme de croix. Oui, une forme de croix qui rend heureux. Parce que il ne s'agit pas de vénérer la croix pour elle-même, mais plutôt cette croix, par exemple, que vivent les personnes transgenres de « je me sens pas bien avec mon corps ». Mon propre corps est une croix. C'est ma croix. Qu'est-ce que j'en fais de cette croix? Est-ce que je la jette? Est-ce que je la détruis? Ou est-ce que j'accepte de la porter, même si, voilà, ma dysphorie de genre, elle sera toujours en moi et elle me déchirera parce que oui, je me sens pas comme mon apparence physique et je me reconnais pas dans mon corps. Cette étrangeté, ce dégoût-là, c'est dur à vivre. Au fond, qu'est-ce que je fais de cette croix? Qu'est-ce que je fais de cette croix? Peut-être la bonne question. Et je pense que, en fait, l'Église catholique, elle a un rôle. Donc on va parler du quatrième point. Mais le dernier point, le numéro 4, c'est parfait. Hein. On dirait qu'on l'a fait exprès. Oh là là, je trouve ça génial. Les catholiques, donc on devient sérieux, parce qu'on est... C'est un petit temps de récréation aussi. Et puis on va gueuler, on va gueuler contre les cathos. Parce que... Oui, mais on est bon pour ça, vous êtes bon pour ça. Enfin, c'est un peu notre rôle. Oui. Les catholiques, et c'est vrai, se taisent, minorent le phénomène alors qu'il est à notre porte. Et c'est bien vrai. Il est non seulement à notre porte, mais maintenant il est même à l'intérieur de l'Église. Alors pourquoi un tel silence, Philippe Arregnault? Déjà parce qu'il y a une peur. C'est un petit coup de gueule peut-être.
Oui, gentil, parce Gentil, en que vérité, parce que j'aime charité. l'Église et j'aime les cathos et j'en fais partie. Je suis le premier pécheur, donc voilà, tout va bien. Mais oui, en fait, bon, moi quand j'ai fait des conférences déjà dans les établissements même cathos, j'avais des questions pas seulement sur l'homosexualité. Quand je tirais les papiers euh, du panier où il y avait des questions décrites par les élèves et que je tombais sur des questions sur je me sens femme, est-ce que je dois me faire opérer? Dans des établissements cathos, là je me suis dit ok, c'est pas la transidentité, c'est pas un phénomène extérieur, c'est pas loin de chez nous. Quand je reçois des mails de par exemple de familles tirées à quatre épingles, bien comme il faut, cathos, qui vont à Paray-le-Monial et puis qui me disent voilà, on vient vers vous parce qu'on ne sait pas vers quel spécialiste aller. Mon frère veut changer de sexe, qu'est-ce que je fais? Là, c'est du concret, c'est des familles parelmoniales. Donc un lieu de festival des familles hyper catho. J'ai un directeur d'établissement hors contrat, donc là, catho de chez catho, hein, qui me contacte, qui m'envoie un texto, c'était l'année dernière, en me disant, j'ai un de mes élèves qui est en phase de transition, il est en train de se transformer en fille. Qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que vous répondez? Donnez-moi son numéro de téléphone et qui m'appelle. Et il m'a appelé tout de suite. Il m'a appelé tout de On a suite. envie de savoir la Mais, suite, hein. mais c'était formidable parce qu'en Ouais. plus on était dans la même ville alors que mais moi il y avait une chance sur un milliard pour que je me retrouve dans cette ville-là et lui je l'avais croisé à l'autre bout de la France. Donc Incroyable, c'était hein. vraiment Jésus qui Ah voulait oui. qu'on se rencontre. Ah oui. C'était génial. Là, vous placez Jésus. Mais oui, Hein? mais oui, Oui, oui. mais oui. Et donc c'est une réalité déjà d'église parce que l'église vit dans le monde et qu'elle doit se positionner même par rapport à la transidentité maintenant avec toutes les lois de bioéthique qui concernent pas seulement l'euthanasie mais aussi le changement de sexe sur les papiers d'identité, etc. Et puis même qui concernent notre réalité paroissiale. Parce qu'en fait, il y en a, et moi je les connais, j'en connais certaines personnes transgenres Donc, dans nos communautés. vous passez un message dans ce quatrième point, Oui. sur ce raz-de-marée, hein, c'est que l'Église sorte un peu, se réveille, Oui, soit davantage à l'écoute. et qu'elle soit davantage à l'écoute des personnes au lieu de voir le phénomène de la transidentité et puis de l'homosexualité, n'en parlons pas, comme un phénomène extérieur Si on ou en parlera. minoritaire. Ce n'est pas minoritaire, ne serait-ce que dans notre propre position vis-à-vis du phénomène social. Et là, en ce moment, il y a un discours dans l'Église qui est mais mortifère, qui est de dire, voilà, pas d'amalgame. Pas d'amalgame entre homosexualité et transidentité, par exemple. Comme si c'était deux réalités complètement différentes. Alors que non. Ce qui relie l'une et l'autre, c'est le rejet de la différence des sexes ou la peur de la différence des sexes. Sauf que dans le cas de l'homosexualité, ça se joue sur le domaine érotique et des fantasmes et des sentiments. Et dans la transidentité, ça se joue sur l'identité sexuée et la sexuation. Mais en soi, ce sont des sujets très très liés. Donc arrêtons de jouer les spécialistes, genre ah non, 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 on parle de transidentité, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Non, ça a quelque chose à voir. Donc arrêtons de sectoriser les catégories de population. Regardons vraiment ce qui se passe. Regardons aussi que c'est à nos portes, même dans nos établissements et dans nos écoles catho. Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul élève qui, par exemple, soit élevé par un couple de femmes ou par un couple d'hommes, entre guillemets, couple, pour que finalement, eh bien, toute l'école, même catho, se positionne et que ça existe dans la tête des élèves. Pareil pour la transidentité. Il suffit, et c'est déjà le cas dans certains établissements, même des écoles maternelles ou primaires, c'est absolument dingue ce qui se passe. En Suisse, en Belgique, j'ai vu le cas, aux États-Unis, là c'est quasiment monnaie courante, où il suffit qu'un seul élève réclame d'être appelé par le prénom qu'il veut, et que ça figure sur la liste de classe, et que tous les élèves, en fait, obéissent à ce changement de prénom pour qu'on se mette au diapason de la transidentité. C'est assez effrayant. Mais complètement, c'est un raz-de-marée, c'est pour ça que je parle de raz-de-marée. Ce raz-de-marée, c'est le signe des fins dernières. Oui, alors, mais pas dans le sens catastrophiste du terme. C'est un signe de fin dernière parce que ça doit nous faire rentrer dans la confiance des fins dernières. Mais effectivement, ça dit une grande confusion. Et
un déni de la différence des sexes et un déni de la différence créateur-créature. Et je voudrais terminer par quelque chose de très important. Deux choses très importantes. Mais tout est important, ouais, ce qui a été dit. En ce moment, les catholiques, et je me mets dans le lot, nous nous plantons sur la transidentité. Parce que déjà, nous ne traitons pas du mot en lui-même, nous le remplaçons par gender, pour ne pas nommer la transidentité. Donc déjà, il y a un déni de réalité. Non, parlons de transidentité, bordel. Et puis après, ceux qui parlent du gender sont à côté de la plaque, ils caricaturent ceux qui défendent le mariage gay et ceux qui défendent même la transidentité. Parce que ceux qui défendent le mariage gay savent très très bien faire la différence entre un homme et une femme. Ils n'ont pas la prétention de créer des restrooms, c'est-à-dire des toilettes neutres, et ils n'ont pas la prétention d'absolument imposer à un garçon de jouer à la Barbie ou d'habiller les petites filles en bleu. Ils savent très bien qu'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Donc les promoteurs du gender ne sont pas dans le déni de l'existence de la différence des sexes. Ils défendent le gender comme il dirait en fait que la différence des sexes est une option, est un choix personnel, est un ressenti, est un sentiment. Tout comme ils ont défendu le mariage gay, au nom en fait du sentiment amoureux, tout simplement, et pas parce qu'ils niaient la réalité anatomique de l'homme et de la femme. Donc déjà, ceux qui dénoncent le gender ne veulent pas parler de la transidentité, donc ils s'éloignent des personnes et de la réalité sociale qu'elle est, et en plus, il caricature les personnes. Et donc, on n'est pas au rendez-vous pour l'instant. On n'est pas au rendez-vous des personnes et homosexuelles et transgenres. Est-ce que l'Église est prête à être, justement, à se tenir debout pour ouvrir un peu plus sur ces sujets? Je crois qu'en fait, elle a besoin des personnes transgenres. S'il y a des personnes transgenres qui nous écoutent et qui sont d'église, tout comme il existe des personnes qui se sentent homosexuelles et qui sont d'église et qui aiment l'église, vous avez un rôle, vous avez un vrai rôle d'évangélisation et d'apostolat. Et moi, je crois beaucoup à cet apostolat particulier des personnes, par exemple homosexuelles ou par exemple transgenres. Il ne nous est pas demandé. C'est un peu votre cas là. C'est mon cas. Ouais. Il ne nous est pas demandé d'être parfait ou de nier ce que nous ressentons. L'Église nous prend tels que nous sommes, et peut-être même avec ce que nous sommes et parfois ce que nous avons fait et qui est irréversible. Il y a des personnes qui ont posé des actes irréversibles. Il y a des opérations qui ont été faites et qui sont irréversibles. Mais pour autant, l'Église nous accueille tels que nous sommes et on a un témoignage extrêmement fort, puissant à donner qui est le suivant. Par notre personne, nous montrons, et par aussi notre dysphorie de genre ou par notre homosexualité, nous montrons que Jésus appelle tout le monde à la sainteté et qu'il aime vraiment tout le monde. Pas à partir du moment où nous ne sommes plus homosexuels, où nous n'avons plus de dysphorie de genre. Il accueille tout le monde concrètement, même quand nous sommes encore pécheurs. Et ça, c'est un message extrêmement fort et que moi j'ai vu parce que pendant mes tournées au Bois de Boulogne. Et vous en avez fait des tournées? J'en ai fait. Ouais. Ça sera peut-être aussi la conclusion de cette émission du jour. Et c'est pas que au Bois de Boulogne. À Lima, je suis allé au Pérou et il y a un lieu de la Virgen de la Floral. Donc c'est à la Victoria, près de Lima. Ce sont des sanctuaires. Même là, on est à Lourdes. C'est un sanctuaire. C'est une chance d'enregistrer à Lourdes. C'est une chance. Et vous verriez le public qu'il y a dans ces sanctuaires. Eh bien, c'est pas ce qu'on attend. C'est-à-dire? C'est pas ce qu'on attend. Il y a des personnes qu'on dirait blessées de la vie quand on veut être un peu misérabiliste et un peu cuculapraloche. Mais en fait, il y a des personnes, plus on est blessé, plus notre cœur parfois peut être ouvert encore plus à la grâce et à Jésus et à la Vierge Marie. Et bien sur les lieux, même comme le Bois de Boulogne, c'était étonnant de voir dans les camionnettes des hommes transsexuels des médailles miraculeuses, des chapelets. Et pour eux, Jésus a une très très grande place. Et donc moi je crois vraiment, et je finirai par là, je crois vraiment en la sainteté
de ces personnes transgenres ou transsexuelles qui en fait peuvent nous annoncer d'une manière complètement mais irrévérencieuse, insolente, inattendue, presque choquante et scandaleuse l'amour de Dieu à toute l'humanité. Et rien que pour ça, soyez au rendez-vous, quoi. On vous attend. Plutôt que de vous engouffrer dans une opération et dans des frais qui finalement ne vont pas faire votre bonheur. En revanche, on vous attend, vous personnes trans, on vous attend C'est un pour grand message, hein. annoncer l'amour de Dieu à toutes les personnes. Bon, on termine sur ces belles paroles, hein. C'est des paroles d'espérance qui invitent à cette ouverture de cœur et ne pas avoir peur. Merci Philippe Arignon. Merci À à vous. bientôt. Au À revoir. bientôt.